Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui c'est l'instant poésie. Mathieu Amance nous parle de Yann Dupont, poète havrais. Dans ses 10 minutes chroniques, Catherine Desormières évoque le roman de Jean-Philippe Toussaint, L'appareil photo. Quant à Annie Drogou, elle interviewe Yolande Simon, romancier havrais. L'instant poésie. L'instant poésie. L'instant poésie Par Mathieu Amance. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Instant Poésie qui sera aujourd'hui consacrée au poète havrais Yann Dupont. J'ai eu la chance de rencontrer et de côtoyer Yann depuis maintenant près d'une dizaine d'années, puisque c'est avec lui et Florian Monod, un autre poète havrais, que nous avons conçu en juin 2017 l'association Ligne d'Horizon, qui a pour vocation de mettre en lumière la poésie à travers l'édition de recueils et puis aussi des lectures musicales qui sont organisées et qui donnent à entendre la langue poétique. À côté de son activité associative au service de la poésie, avec Ligne d'Horizon, dont il a été un des membres fondateurs et le président pendant 5 ans et dont il reste un membre actif, Yann, professeur documentaliste, mène également un parcours d'auteur de poésie et de romans depuis maintenant une petite dizaine d'années. Dans la BD Trépassé, un roman publié chez Racine et Icare en 2019, et Les Petites Voix, une nouvelle, toujours chez Racine et Icare, publiée en 2022. Mais c'est vraiment la poésie, son domaine de prédilection. On peut citer son premier recueil Brume industrielle, publié chez Hugues Factora en 2016, qui a connu un beau succès auprès des Havrais et Havraises, puisqu'il décrit l'atmosphère d'une ville portuaire avec brio. De ce recueil a été conçue une lecture que Yann a pu jouer à plusieurs reprises avec la violoncelliste Rebecca Handley, le 6 octobre 2018 dans le cadre de Poésie Danse la rue au Muséocène de Villequier, le 14 janvier 2021 au carré du THV du Havre. Toujours au rayon lecture, plus récemment, Yann est intervenu le 3 février 2024, accompagné à la guitare par Éric Ardouin, dans le cadre de Poésie à Danton au Tadam Théâtre, pour donner à entendre quelques extraits en avant-première de son tout dernier recueil Comme un problème de plomberie, publié chez Christophe Chauman, et qui vient tout juste de sortir. Je vous propose tout de suite d'écouter quelques extraits de ce recueil. J'espère que vous n'en aurez pas pour longtemps. Une caisse à outils rouge. Pourquoi n'a-t-il pas de caisse à outils rouge ? J'ai toujours cru que quelques notes de violon s'y répétaient, prêtes à réparer le désordre des fuites. Il sort simplement une clé à molette de sa sacoche. Marron la sacoche. Même pas noire, 2 croches noires. Juste un tour de vis. Glace italienne et claquettes, les croisiéristes arpentent les quais, les pontons flottants du port de Plaisance. Croisière all-inclusive achetée chez un voyagiste. Les glaces, les claquettes et les pontons flottants, tout compris, sauf le complément chantilly. Sur l'eau verte flotte une pieds nus. SOS, un touriste en chaussettes. Les voyageurs en rient encore, enfin une anecdote à emporter, gratuite et non comprise dans le prix. Claquette dans port de Plaisance obstrue canalisation. Y a-t-il plombier parmi les croisiéristes ? Maréa sous les mers à 160 terabits par seconde. On scie, silence, on scie le câble et dans les sables, les restes pixelisés d'une visioconf transatlantique à câble. Une lingue bleue en fibre optique lovée dans une boîte 2 conserve la commande 1222.
Le saxophoniste interprète une composition de Lily Boulanger. Les bouches d'égout donnent sur la grève. Plombier chauffagiste, il joue du saxo de la clé à molette. Sur la grève, en armorique, odeur de vase et de consommation. Il croit au grand air, à Juliette, à un autre siècle. Souffle dans la tuyauterie la musique de Lily. L'air contemporain. Là, Lily, algues vertes et traces de la Momoko Cadiz. Plus en avant, sur l'estran, les embruns, il oublie l'odeur de la vase, de la ville, de la peur, de l'épandage, de l'urine de porc. Les tours de clé sans fin, les notes qu'il joue dans le vide, le calme de la baie, lui et la musique de Lily. Un sac plastique, une huître, un mégot de cigarette, une palourde, une canette, une capote, une tongue rose, une poignée de sable, un peu de salicorne, de pétrole, quelques algues. La même ritournelle, toujours, plus à sa portée. Son saxo et Lily dans sa sacoche. Marron la sacoche. Même pas noire, deux croches noires. De la bouche d'égout se détache la silhouette d'un céleri perpétuel sous sa forme potagère. Et puis, le ressac, prélude en raie d'un vieux jardin. Comme nous venons de l'entendre, Comme un problème de plomberie est composé de textes d'une grande oralité qui interroge notre rapport à l'écologie. Yann Dupont s'y saisit d'une écriture plus contemporaine pour mieux raconter les contradictions entre nos aspirations quotidiennes à préserver l'environnement et nos modes de vie qui sont pas en adéquation, il faut bien l'admettre. Ce recueil vient compléter une liste de 5 recueils publiés chez Christophe Chaument éditeur, à savoir Fragilité en 2018, Jamais elle ne voit son visage en 2020, De bitume et d'herbe folle 2022, dont nous allons d'ailleurs tout à l'heure écouter quelques extraits aussi, et Impromptu, publié en 2023. À côté de tous ces recueils de poésie, Yann a également contribué à plusieurs revues ou recueils collectifs, notamment une série de recueils collectifs chez Ligne d'Horizon ou pour les revues Lichen, le FPM ou encore le Coquelicot. Au rayon des collaborations artistiques, on peut citer les échanges que Yann a eus avec Julia Pinquier, illustratrice, et qui ont donné lieu à l'exposition autour du recueil Jamais elle ne voit son visage, qui a été présenté à la Petite Galerie à Rouen et à la Galerie Incarnato au Havre au cours de l'année 2021. Julia Pinquier, qui est d'ailleurs l'illustratrice du prochain recueil d'un autre poète havrais, Éric Ardouin, intitulé Long courrier et publié chez Ligne d'Horizon. Yann intervient régulièrement pour des ateliers d'écriture, que ce soit auprès des jeunes éloignés de l'écriture et de la lecture avec le Labo des Histoires, dans les collèges ou dans les lycées, mais également dans les centres pénitentiaires. Il a ainsi coopéré avec Normandie Livre et Lecture, avec un certain nombre de bibliothèques, avec l'Université du Havre. Parmi les réalisations majeures de Yann, à mes yeux, il y a le concours de poésie Une bouteille à la mer, organisé dans le cadre de la Transat Jacques Vabre en 2019. Il avait réuni environ 600 contributions de jeunes collégiens ou de jeunes écoliers. Les poèmes sélectionnés par le jury du concours ont été appelés à voyager jusqu'au Brésil sur les bateaux de course. Il tient aussi à cœur de Yann Dupont de pouvoir organiser régulièrement un marché de la poésie au Havre qui s'appelle désormais la Criée des Poètes. Il aura lieu le week-end du 14 au 16 mars 2025 au pôle Simone Veil et à la petite librairie du Havre. Retenez bien cette date, vous pourrez voir tout un tas d'événements et tout un tas de poètes réunis pour l'occasion. Je pense notamment à l'atelier d'écriture qu'il a pu donner l'an dernier lors de la Criée des Poètes, dont je garde un très très bon souvenir, qui était un atelier de rando
et où on pouvait, en s'inspirant du paysage havrais, que ce soit Villot de Villebasse, une fois imprégné, laisser aller libre cours à son inspiration pour poser quelques vers agrémentés des lectures de Yann en lien avec le Havre. Avant de nous quitter, écoutons de nouveaux extraits de De bitume et d'herbes folles de Yann Dupont, un recueil publié il y a maintenant quelques années, mais dont les textes résonnent encore comme complètement d'actualité. Vous allez vous en rendre compte. Ils ont le cul assis sur le cadre de leur vélo. Un panneau JC Decaux, une publicité pour Givenchy. Le bus, lui, arbore de la lingerie. Leurs yeux ne quittent pas les téléphones, les sacs isothermes, leurs épaules. Le parvis du centre commercial est un lieu de transit. On y parle toutes les langues dans l'attente d'une commande. La route des exils est parsemée de fast-food. L'un d'eux enfourche son vélo, a un double cheeseburger pour la Saint-Valentin. Sous le pont du métro aérien, des tentes quechua frissonnent dans la tente. Il n'y a plus d'étoiles au-dessus des toiles, juste le ciel gris et des serpents qui sifflent sous ces sacs de couchage éphémères. J'ouvre le châssis de ma fenêtre, tente de franchir les frontières. Nuit précaire. Il traîne sur les trottoirs les vestiges d'une vie ordinaire, écran de smartphone, un repas que l'on sert, un peu de chaleur humaine. L'horizon parle les langues du monde entier, de Damas à Tripoli, de Kaboul à Paris. Le métro vrombit, les roues crissent sur les rails, la terre tremble, 6,7 sur l'échelle de Richter. Les murs se fissurent, les travailleurs en transit quittent la rame, indifférents au bivouac multicolore. Le chant des exils qui résonnait dans la rue se tait. Quitter les siens pour un ailleurs et n'entendre que l'écho des silences entre deux trains. En exil, de part et d'autre le péril, un asile, loin, de l'azur et des oliviers, traverser, laisser trace derrière soi, tracer ici ou là un sillon, recommencer. Peu à peu, luit le métal d'un char sous la pluie. Lui se prend pour un chat sur la crête des toits alors qu'il survit en équilibre sur le fil des chenilles. Entre l'azur et les vignes de ses origines, le bruit des injonctions qui marchent au pas. Il devine la calache entre ses omoplates, elle a l'odeur d'une carcasse sortie d'un camion frigorifique dans la fournaise du bitume un jour d'été. Lui n'est qu'un coquelicot dans un champ de blé et ne a que sa mélancolie pour lutter. Les lignes survivent-elles après le passage des bombardiers ? Elles s'écroulent, s'engouffrent dans les fissures. Un bulldozer les recouvre, elles deviennent courbes, elles s'enracinent. Il n'y a plus qu'une ville cousue sous terre, juste là, face à la mer. « 10 minutes chronique », une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. 10 minutes chronique vous invite à la première émission consacrée à la photographie avant la grande conversation de la MCH du 20 mars prochain à la bibliothèque Oscar Niemeyer consacrée aux femmes photographes. Pourtant, contre toute attente, et parce que le paradoxe n'est pas interdit ici, aujourd'hui, nous commençons par un livre écrit par un homme. L'appareil photo. Manière d'introduire le sujet à petits pas, manière de parler de l'image et de ce qu'elle peut provoquer d'émotions, de troubles. L'appareil photo est le 3e roman de Jean-Philippe Toussaint, dans lequel on retrouve l'esprit qu'on a découvert dans son premier La salle de bain. Nous y reconnaissons cette sorte de langueur devant les événements, les laissant couler tout en les observant, activité en sourdine, substitue à un appétit de vivre qui ne peut se déclarer. Dans l'appareil photo, le narrateur raconte une période récente de sa vie. Désirant passer son permis de conduire, il fait connaissance avec la jeune femme chargée d'établir son dossier.
Une amitié amoureuse naît tout naturellement entre eux, sans bruit, sans effusion, dont le lecteur ne prend conscience que grâce à la narration de menus faits qui s'enchaînent au quotidien. Accompagner la jeune femme à la sortie de l'école où elle va chercher son fils, rencontrer le père de la jeune femme, aller chercher ensemble une bouteille de gaz. Puis il pense enfin à demander son prénom à la jeune femme qui s'appelle Pascal. Ils font la traversée de la Manche pour un week-end à New Haven, où ils vont au restaurant, où ils deviennent amants, presque sans s'en rendre compte, dans une sorte de somnolence. Ils prennent le car ferry de retour, tout cela avec le détachement et l'humour qui permet une distance aimable avec la vie, un bonheur paisible qui pourrait ressembler à de l'indifférence, ce qui introduit progressivement, insidieusement, ce à quoi le récit doit nous mener au dernier quart du livre, l'appareil photo. Alors que Pascal s'est endormi dans le grand salon du bar du car ferry, le narrateur se rend dans le restaurant self-service. Je bus une petite gorgée de Sancerre et à côté de moi, sur un siège vide, remarquai un appareil photo abandonné, un petit Instamatic noir et argenté, coincé dans un renfoncement de la banquette. J'étais retourné sur le pont et dans ma poche, à côté des divers papiers qui s'y trouvaient, je sentais maintenant le contact rigide du petit appareil photo. Je n'avais pas eu l'intention de le voler, non. Lorsque je l'avais ramassé, j'avais simplement eu dans l'idée d'aller le rapporter au caissier. Mais au moment de le lui remettre, comme il était occupé à rendre la monnaie, j'avais fait demi-tour et j'avais quitté la salle. Pressant ensuite le pas dans les escaliers de crainte d'avoir été surpris par quelqu'un, je compris que je ne pouvais plus reculer et soudain, pris de panique, en entendant du bruit derrière moi, je commençais à faire des photos en toute hâte pour terminer la pellicule. Des photos au hasard, des marches et de mes pieds, tout en courant dans les escaliers, l'appareil à la main, appuyant sur le déclencheur et réarmant aussitôt, appuyant et réarmant pour achever le plus vite possible le rouleau. Arrivé sur le pont, j'allais m'accouder au bastingage, et tandis que je commençais à reprendre mon souffle, j'entendis s'ouvrir derrière moi une des portes du pont. Je cachai précipitamment l'appareil dans la poche de mon manteau et ne bougeais plus, restais immobile devant le bastingage. Un homme se dirigea vers moi, passa lentement dans mon dos. Lorsqu'il eut disparu, je ressortis l'appareil de ma poche et actionnant le petit levier de déblocage pour ouvrir le boîtier, je retirai la cartouche de pellicule que je rangeais dans la poche de mon manteau. Le narrateur ne rend pas l'appareil, mais il ne le garde pas non plus. Il s'en débarrasse dans un geste stupéfiant qui signe l'angoisse de son auteur, geste radical, comme pour engloutir son mal-être. Plus tard, il se rend compte que l'appareil photo ne contenait rien de reconnaissable pour lui, seulement la preuve de son incapacité à s'emparer de la vie. Dans les jours qui suivirent, j'allais retirer chez le photographe les épreuves des photos que j'avais prises cette nuit-là dans les escaliers du bureau. Il y avait dans la petite pochette bleu clair qui me fut remise 11 clichés en couleur, de ces couleurs criardes des photos prises à l'instamatique, d'un homme et d'une femme, l'homme jeune et corpulent, d'une trentaine d'années, blond, avec le teint pâle, et la femme un peu plus jeune, les cheveux blonds et courts, qui portait un chemisier rose sur la plupart des clichés. Ces visages ne me disaient rien, et je n'avais aucun souvenir de les avoir jamais vus, mais je ne pouvais douter qu'il s'agissait de ceux des propriétaires de l'appareil. La dernière photo avait en effet été prise dans le restaurant libre-service du bateau, très peu de temps sans doute, avant que l'appareil ne soit oublié sur la banquette. Aucune des photos que j'avais prises moi-même cette nuit-là n'avait été tirée, aucune,
Et examinant les négatifs avec attention, je me rendis compte qu'à partir de la 12e photo, la pellicule était uniformément sous-exposée, avec ça et là quelques ombres, informes, comme d'imperceptibles traces de mon absence. Osera-t-on, pour finir, comparer les photographies non révélées, sous-exposées, à l'impossibilité du jeune homme nonchalant de s'engager dans la vie? Et peut-on dire que ce qui ne se révèle pas est plus important, plus touchant que la plainte, plus profond? Dans son article critique, Pierre Lepape, en 1989, écrit ceci. « Dire que l'appareil photo est un livre superficiel, c'est donc simplement rendre compte de l'ambition et de la réussite d'un projet qui envisage de dire le plus secret et le plus subtil de l'angoisse humaine, sans recourir aux artifices de la profondeur. Les surfaces de Toussaint cherchent tout bonnement à saisir les frontières floues et mouvantes entre le désir de vivre et la peur de souffrir, entre la quiétude du sommeil et l'immobilité de la mort. Le livre se termine ainsi. Je regardais le jour se lever et songeais simplement au présent, à l'instant présent, tâchant de fixer encore une fois sa fugitive grâce. Comme on immobiliserait l'extrémité d'une aiguille dans le corps d'un papillon vivant, vivant. Et laissez dire, et laissez faire, laissez la folie ordinaire tout dévorer comme un cancer. N'est-il pas bien trop tard pour qu'émerge du brouillard au milieu de nulle part dans la nuit noire? Un peu d'espoir. Retrouvons-nous le 16 février, 10 minutes chroniques, dans Viva Culture, sur Westrack Radio. L'horizon s'éloigne, nos trains déraillent tous. Où veux-tu que l'on aille? N'est-il pas bien trop tard pour un nouveau départ, loin des murs qui nous séparent? J'aimerais pouvoir refaire l'histoire, trouver la force d'y croire. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Yolande Simon. Il a été prof de lettres à l'IUT du Havre, auteur de poèmes et de pièces de théâtre, recueils de nouvelles, de romans, études sur Armand Salacrou, Michel Vinavert, Annie Arnaud et Jean Paulin.
Pourquoi avoir fait un journal pendant les derniers jours et même bien avant, parce que vous avez d'abord écrit L'abeille ensommeillée, les derniers jours d'Yvette. De mon épouse, oui, de mon épouse De Yvette. votre épouse. Oui, L'abeille ensommeillée a précédé ce livre Les couleurs du souvenir, puisqu'il y en a un qui est avant son décès et l'autre après. Et donc en effet, à partir de mars, à partir du moment où j'ai su à peu près qu'elle était malheureusement condamnée, j'ai tenu chaque jour le journal. Alors pourquoi avoir tenu le journal? Pour fixer un peu cette mémoire de cette période si particulière, mais peut-être aussi, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de dire ça, pour témoigner du travail d'un aidant, de quelqu'un qui se tient aux côtés de celui qui doit soigner, mais avec cette particularité un peu plus douloureuse et que je tenais à inscrire dans la mémoire, c'est-à-dire que je n'étais pas un aidant pour la guérir, je la savais hélas condamnée. Et d'ailleurs, donc ce titre, L'abeille ensommeillée, tient au fait que j'ai extrait une phrase où à un moment je dis que son sommeil me consolait, que quand elle dormait, j'ai trouvé ça. Et je dis qu'elle dormait toujours. Et j'ai cette phrase comme l'abeille ensommeillée d'une ruche dont elle fut si longtemps la reine, puisque c'était elle qui s'occupait de tout, et j'ai repris ce titre de L'abeille ensommeillée. Et donc, les couleurs du souvenir, lui, c'est la période suivante, c'est-à-dire depuis que je suis seul. Décrivez-nous Yvette. Bien, Yvette était une femme était une personne sans après. Elle ne jouait pas un rôle. Dans un livre sur elle, j'ai parlé de sa franchise Mastoc. Elle était sans stratégie de communication, etc. Elle était... Sans filtre? Oui, c'est ça, oui. D'ailleurs, parfois, si je peux en dire un peu de mal, parfois je lui disais, mais c'est peut-être pas utile de dire ça. Elle n'avait pas tellement l'idée de ce qui devait se dire ou pas se dire. Elle vivait un peu elle n'avait pas de surmoi, comme j'ai dit quelquefois. Il n'y avait pas d'écart entre sa pensée et sa parole, contrairement à nous, en général, aux gens en général qui ont des stratégies obliques dont je parle dans Les couleurs du souvenir, des discours. Et puis elle n'avait aucune volonté de se promouvoir en quelque sorte. Par contre, elle avait une caractéristique que je décris beaucoup dans Les couleurs du souvenir, c'est qu'elle faisait de son habillement une sorte de création perpétuelle. Elle avait la passion des habits et c'était sa façon elle était d'une certaine façon une créatrice d'elle-même. Elle avait une élégance que tout le monde reconnaissait, mais c'était une élégance qui était très discrète, c'était pas du tout de tape à l'œil. Les gens s'apercevaient pas toujours tellement qu'elle était parfaitement habillée, mais c'était là qu'elle avait ce sens esthétique considérable depuis petite fille, parce que je pense que ça venait de son milieu modeste, quoi. Elle est un peu, comme dit Annie Ernaux, une transfuge de classe, puisque sa maman, elle était quasiment analphabète, sa maman était adorable d'ailleurs, mais bon, comme j'ai écrit quelque part, elle avait vécu dans un milieu de bonnes sœurs qui l'avaient instruite dans une parfaite ignorance du vice et du subjonctif. Vous avez dit que vous aviez perdu une partie de vous-même. Oui, c'est vrai que dans ce livre, Les couleurs du souvenir, j'essaye d'analyser mon corps et ma présence au monde sans elle, qui est très différente de la période de L'abeille ensommeillée où elle était au contraire omniprésente, puisque je lui faisais ses repas, et je guettais ses réactions et l'évolution de sa maladie. Là, tout d'un coup, c'est l'inverse, tout d'un coup, ça se renverse, tout d'un coup, il n'y a plus de tragique en perspective, ça y est, il est venu. Et on dit qu'on vit dans la solitude, mais les lieux où on vit revivent quand même avec des amis, des parents, mes enfants, mes petits-enfants, etc. Non, ce qui est plus vrai, c'est l'absence de proximité physique, comme j'ai parlé de mon corps mutilé en quelque sorte. Cette proximité, elle était toujours très proche et c'est là que j'analyse ça par rapport à l'absence dans le temps.
Vous avez parlé il fut un temps où on n'était qu'un cercle avec deux. Oui, deux c'est bras, ça. deux jambes. Oui, j'ai comparé ça au banquet, à la vision d'Aristophane des amoureux. Avant, ils étaient un seul bloc avec quatre jambes, 4 bras, etc. Et Zeus les a fracturés en deux et ils cherchent à se rencontrer. C'est ça l'amour, quel que soit le sexe d'ailleurs. Il explique ainsi les variations. Mais cette proximité physique, évidemment, n'est pas de nature sensuelle comme l'entend Aristophane, mais l'impression qu'à côté, là, il manque quelque chose, oui. Le livre Les couleurs du souvenir, est-ce qu'il est différent de vos autres livres? Oh oui, beaucoup. Oui, beaucoup, parce que moi, mes livres sont j'ai plutôt une poésie et une écriture qui est celle du quotidien, aussi bien dans mon théâtre que dans les petits textes avec lesquels j'avais eu le prix Jean Follin, où je décris la vie quotidienne. Et là, il n'était pas tellement orienté sur les données psychologiques. Et là, c'est le livre dans lequel j'essaye d'approfondir beaucoup plus la psychologie qui était absente de mon œuvre jusqu'ici, et notamment j'analyse le problème de la différence entre les contrariétés et la tristesse. Quand je dis que les contrariétés passent comme ça, mais elles envahissent totalement le champ de la conscience. On ne peut pas être triste et dans un état de contrariété. On a perdu quelque chose, on ne sait plus où est sa carte bleue. Là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de constante de la tristesse, alors que la tristesse est toujours là. Je dis qu'elle gît dans une sereine latence, elle est toujours là à attendre. Et ça, le déroulement du temps aussi, depuis que je suis seul, et aussi le fonctionnement des souvenirs, comment ils reviennent, pourquoi, lesquels. Notamment, ce qui m'a toujours frappé, c'est pourquoi, quand on vit certaines choses, on sait que ces choses-là, on ne va pas les oublier. Dès le début, on sait qu'ils vont être comme de purs joyaux dans notre musée mémoriel. Et ça, toute cette partie un peu plus psychologique est nouvelle dans mes approches, oui. Ce qui m'a intéressé, c'est que vous dites qu'il y a des moments donc, de tristesse, de contrariété, ce que vous venez d'expliquer, mais c'est jamais en même temps. C'est l'un derrière l'autre. Non, c'est la contrariété, quelque chose qui tout d'un coup vous contrarie, ça envahit le champ de la conscience totalement. Ça s'installe, c'est omniprésent, il n'y a rien à faire, ça laisse pas passer quelque chose de pérenne. Mais à l'inverse de la tristesse qui, elle, est pérenne, la contrariété, d'une certaine façon, elle nous agace parce qu'elle envahit le champ de la conscience, mais en même temps, on sait qu'elle est éphémère, on sait qu'un événement va la dissoudre ou que quelque chose d'autre va apparaître qui va la dissoudre. Et à ce moment-là, quand la contrariété disparaît, eh bien, la tristesse fondamentale, elle, est toujours là. Plus douce d'une certaine façon, moins violente que la contrariété, mais plus... je parle à un moment d'une tristesse de fado, enfin plus dans la mélancolie, etc. Oui. Et alors, le fonctionnement du temps, du souvenir. Oui, c'est ça, oui. Le temps est très très différent parce que dans l'abeille ensommeillée, évidemment, elle occupait tout mon temps, dans les diverses tâches, etc. C'est pas des tâches énormes d'ailleurs, mais enfin bon, et puis elle occupait mon temps aussi parce que je tenais le journal le soir. Alors que là, le temps, il perd sa continuité. C'est vrai que je dis à un moment que on fait trop de jérémiades, et que j'ai mes enfants, mes petits-enfants et mes amis, etc., mais qu'ils s'inscrivent dans une certaine discontinuité. Alors que la vie à deux, elle s'inscrit dans une continuité. Le passé est présent dans les conversations et les projets. Le passé, le présent et l'avenir sont dans une continuité de vie. Et là, tout d'un coup, il y a une rupture parce qu'il n'y a aucune nécessité à l'avenir, aucune nécessité au projet. Le temps n'est qu'à s'occuper, le remplir, et donc j'arrive à cette espèce de temps segmenté où j'organise mon temps en me disant de tel temps à tel temps, je vais faire une petite sieste à tel moment, etc. Pour remplir le temps, en fait. Oui, c'est ça, oui, pour l'organiser, mais l'organiser d'une manière qui n'est pas pérenne comme le temps normal, quoi. Et c'est beaucoup de temps perdu, en fait. Oui. Mais comment...
pour en revenir à Yvette, vous dites aussi que c'est toujours elle. Enfin, vous étiez un suiveur, c'était elle qui s'occupait de votre vie en fait. Oui. Et vous étiez d'accord Oui. Moi, je suis pas très attaché aux choses matérielles, aux projets et tout ça. Et je le dis même, elle s'inquiétait même quand nous étions étudiants, elle s'inquiétait de mon absence de désir, d'envie de faire tel voyage ou de décorer ma chambre. J'ai jamais mis un poster dans ma chambre. Moi, je vivais un peu. Ma mère, pour parler de moi, elle avait une expression qui avait amusé Yvette. Elle disait de moi: Yolande, il est toujours dans sa tête. Elle voulait dire que j'étais toujours dans mes pensées, pas tellement dans le fait. Alors les choses matérielles et puis organiser bien ma vie. Ma vie était toujours dans un désordre épouvantable. Mais en même temps, c'est vrai qu'on dit toujours que la vie à deux, c'est deux volontés qui s'affrontent. Ça, je n'ai pas du tout connu ça, puisque comme je le note, des fois, elle disait au contraire, tu pourrais décider de temps en temps. Elle s'inquiétait plutôt de cette absence de désir. Je vivais un peu dans mon fantasme de devenir écrivain, peut-être, et puis dans ce qu'on appelle la vie intérieure. C'est un mythe d'ailleurs de dire la vie intérieure est plus profonde que la vie tout court. C'est un peu un mythe. La vie intérieure, ça fait aussi de petites anecdotes, de choses sans intérêt, de frustration et tout. Enfin, il y a une espèce de mythification de la vie intérieure. Mais je vivais plus dans cette intériorité-là, même pour un peu accentuer mes frustrations, mes désagréments, etc. Elle me reprochait un peu, disons-le un petit peu, mes tendances un peu parano, faut le dire. Elle qu'elle me reprochait, elle me dit, mais tu vois pas, quand j'avais un spectacle par exemple, s'il y avait une ou deux personnes qui n'avaient pas aimé ou qui je voyais que ça, elle me dit, mais tu vois pas, il y a 100 personnes qui étaient contentes et toi tu ne vois que celles qui... Elle me reprochait un petit peu cette obsession. C'est ça aussi la vie intérieure, c'est un fatras de misérables secrets. Et la vie ensemble, en fait, vous alliez très bien ensemble, parce que elle avait une grande confiance en vous. Oui. Vous n'aviez absolument pas confiance. C'est elle, en fait, qui vous poussait à faire les choses que vous vouliez faire, mais que vous hésitiez. Oui, elle m'a orienté, parce que c'est vrai que j'ai été très orienté vers la politique et l'action syndicale, et elle trouvait que c'était pas ma voie. Non pas qu'elle n'avait pas les mêmes engagements que moi, on partageait les mêmes idées sur un plan des idéaux, mais elle trouvait que les conflits politiques n'étaient pas faits pour, elle savait ma vulnérabilité, et donc elle pensait que, d'ailleurs dès qu'on s'est connus, j'ai parlé de mon envie d'écrire, etc. Elle sentait bien que c'était ça qui m'avait animé depuis le début, puisque tout petit gamin, si vous voulez, c'est comme ça que j'ai existé, quoi. Les rédactions, quoi. Bon. Donc c'est là tout d'un coup, moi je pouvais être dernier dans toutes les matières, je m'en fichais, mais il fallait que je sois premier en rédaction, quoi. Et en fait, elle a été celle qui a déclenché ce que vous vouliez faire depuis longtemps. Elle l'a pas déclenché, disons qu'elle l'a encouragé. Elle l'a encouragé, elle m'a soutenu. Et elle m'a soutenu surtout que comme c'est le hasard qui a fait que j'ai devenu auteur de théâtre. Moi, je voulais être écrivain tout court. Et il y a eu des premières commandes, etc. Et le théâtre, et évidemment, le théâtre a besoin d'entre-jambes, etc. C'est aussi une activité sociale. Et là, elle jouait un rôle tout à fait positif parce que, mais en même temps, elle était toujours à mes côtés. Mais comme je le décris, elle jouait jamais le personnage de la femme de l'auteur, etc. Elle se valorisait pas par rapport à moi du tout. Elle était simple. Oui. Et puis elle parlait de choses de la vie, tout simplement. Elle avait une qualité extraordinaire, c'était sa capacité à parler aux gens avec une totale simplicité, quel qu'il soit. Il n'avait pas de stratégie de parler d'une certaine façon à certains et d'autres, et notamment elle avait un don de capter l'attention des ados. On était en société, vous savez, dans les sociétés où on est entre amis,
Et là, il y a un ado de 13-14 ans avec ses problèmes, son acné, ses problèmes qui n'intéressent personne dans les sociétés, les ados, même pas ses parents, parce que, eh bien, vous pouviez être sûr qu'au bout de 5 minutes, sur un coin de marche d'escalier, il était en train de se confier à Yvette. Elle recevait comme ça les confidences des gens. Elle avait une écoute extraordinaire, bien supérieure à moi, qui était quand même un peu obsédée par ma petite personne. Elle avait une écoute fantastique des gens, et même à Avignon, par exemple, et même à Avignon, elle parlait aux enfants de critiques, etc. Oui. Écoutez, je pense que vous avez dit... Je voulais juste dire peut-être un petit mot pour saluer le travail d'Alain Le Métayer, qui m'a fait cette image de couverture que les gens, en principe, apprécient bien, et où D'ailleurs, le titre, Les couleurs du souvenir, c'était pas mon titre au départ, c'est le titre que j'ai choisi à cause du dessin d'Alain Le Métayer, où son visage, qui est celui d'une photo prise dans sa jeunesse, c'est la même photo d'ailleurs qui était avec un poème qu'on a distribué lors de son inhumation et qui l'accompagne dans sa tombe. Le même poème, voilà. Écoutez, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie. Puis à une autre fois. Bien sûr. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez une exposition au Portique, rue Gabriel Péry. C'est une artiste, Isabelle Cornaro, qui expose Loop un tweet. Dans cette œuvre, elle crée un champ fictionnel où textes, images et sons dialoguent pour questionner le rapport au temps, convoquer différents niveaux de perception, interroger le réel tout en l'éprouvant. Nous la connaissons parce que nous lui devons l'œuvre Coupe, inspirée des vitraux de l'église Saint-Joseph, signée Marguerite Huré, qui varie au gré de la météo et de ses caprices, apportant lumières et couleurs dans le hall de la gare du Havre. Bonne semaine à vous. Adhérez, réadhérez, rejoignez-nous. Nous avons besoin de vous. Le monde a besoin de culture et d'art. Merci, au revoir.